Pour vous tous qui nous suivez sur openboxtv.fr, voici une compilation de nos dernières émissions que vous pouvez retrouver dans leur intégralité sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles analyses d'Alain Juillet. Alors, je voulais revenir sur une autre affaire, parce qu'on a la chance de vous avoir autant parlé, toujours dans le cas des sources ouvertes, parce que je la trouve extraordinaire. Alors, il y a le MH17, c'est militaire, mais il y en a une que j'adore, qu'a développé Bellingcat, c'est l'affaire Skripal, où on a réussi à montrer et à donner les noms des deux agents soviétiques qui avaient été chargés de faire la mission. Ça, je trouve ça extraordinaire, puisque au départ, je vous rappelle l'affaire Skripal pour ceux qui l'ont oublié, un agent anglo-américain, enfin russe, qui travaillait pour les Américains, qui a été pris en Russie, pris en flagrant délit d'espionnage pour un pays étranger, donc l'Amérique et l'Angleterre. Skripal a été arrêté bien sûr par les Russes et a été échangé dans une grande opération d'échange d'espions comme ça se fait classiquement, et il a été envoyé en Angleterre pendant que les Russes récupéraient 5 personnes aux États-Unis qui faisaient de l'espionnage depuis longtemps, des clandestins. Donc il y a eu un échange, tout à fait comme ça, classique, et c'est très bien. Skripal a donc pu être libéré et est venu en Angleterre. Problème, c'est que d'après ce qu'on sait maintenant, Skripal a continué à donner des noms d'espions soviétiques qu'il avait connus dans son métier, parce qu'il était lui-même dans les services soviétiques, russes, pardon. Il a donné des noms, ce qui fait que pour les Russes, c'est devenu insupportable. Conclusion, ce qui est inadmissible, évidemment, il décide de faire une mission et de tuer, il n'y a pas d'autre terme, d'assassiner Skripal en Angleterre. Jusque-là, c'est une histoire de service secret. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui est extraordinaire, c'est que Bellingcat, qui est un site, je crois que vous pourrez nous en parler un petit peu, Bellingcat va faire une recherche avec tous les moyens que vous évoquiez, tous les réseaux d'information, tout ça, et ils vont arriver à trouver non seulement à identifier les 2 personnes qui ont fait le coup, ils vont arriver à avoir des films sur eux, extraordinaires, même en Angleterre, et ensuite ils vont même arriver à avoir leur nom, ce qui fait que toute l'histoire est démontée. C'est extraordinaire, c'est la première fois où on a eu vraiment toute une histoire démontée comme ça, qui prouvait qu'elle était vraie, parce qu'il n'y avait pas le moindre doute là-dessus. Donc ça, je trouve ça nous montre ce que peut être l'utilisation des sources ouvertes dans le monde actuel, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et je pense que ça fait réfléchir beaucoup de pays, parce qu'on hésite toujours ensuite à faire de mauvais coups quand on se rend compte qu'on peut être mis aux yeux de tout le monde comme étant le coupable. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez bien l'affaire. Tout à fait, moins que vous. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un pays comme la Grande-Bretagne qui est totalement ouvert, et donc là, les webcams, même les vidéos de vidéoprotection qui sont dans la rue, vous et moi, on pourrait les regarder en espérant voir un crime, et si on le repère, on peut même toucher une prime dans certains cas. Donc tout est réellement ouvert. Donc ils ont vu passer effectivement ces 2 personnes, ils ont pu remonter pour voir d'où est-ce qu'elles venaient, ils ont pu identifier où est-ce qu'elles habitaient, ils ont pu justement retrouver ensuite leur numéro de permis de conduire. Et alors, ils ont identifié ces 2 personnes-là, mais derrière, de fil en aiguille, ils ont découvert qu'il y avait des centaines de voitures qui étaient immatriculées à cette même adresse. Et donc ils ont découvert des centaines d'espions russes qui étaient passés sur le territoire anglais, juste grâce à ça. Mais encore une fois, c'est fascinant quand on y parle, quand on voit la puissance que ça peut avoir. Et comment les Russes n'ont pas pensé qu'en immatriculant 150 véhicules au même endroit, ça ne se verrait pas quand on en attrape 2. Est-ce qu'en définitive, ce qui se passe en Ukraine n'est pas une version plutôt soft, d'après ce qu'on voit, de ce qu'on pouvait craindre? Pour moi, je pense qu'il faut élargir même à ce que j'appelle une guerre de l'information, qui est plus générale que la cyber. On voit bien qu'il y a une vraie guerre de l'information des 2 côtés. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'utilisation finalement de ce qu'on appelle l'OSINT, disons l'information ouverte, qui est omniprésente et qui est due au fait que tout le monde a un téléphone portable. Et le dernier exemple qui est incroyable, c'est juste avant que le cuirassier Moskova coule, il y a sur les bateaux qui sont venus le sauver, il y a des gens
qui ont utilisé leur téléphone portable, donc des militaires russes. Bon, visiblement, la discipline n'est plus ce qu'elle était, et qui ont publié, malgré la censure russe, quelques images qu'on voit, et on voit le navire se pencher dangereusement, un incendie majeur. On voit que la mer est totalement calme. Ah, elle est calme. Totalement. Alors qu'il a été dit que la mer était démontée. Non, la mer est totalement calme. Donc, ce n'est pas la mer agitée qui a coulé le navire, c'est les missiles ukrainiens. Et on voit bien que cette information qui a essayé de censurer Moscou n'a pas réussi. Et parce qu'actuellement, l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage généralisé des téléphones portables, c'est un fait. Et dans une guerre maintenant totale comme on a, la guerre de l'information, elle est aussi une guerre totale. Un autre point, par exemple, les soldats russes ont volé plein de téléphones portables Apple, donc des iPhones, et même aussi des iPods, donc des écouteurs. Il faut savoir que maintenant, tous ces systèmes sont géolocalisés et géolocalisables. Et donc, on peut suivre ces soldats russes pilleurs, on peut les suivre maintenant. Parce qu'ils ont oublié que ces outils les géolocalisaient. On est vraiment dans une évolution majeure de la guerre de l'information qui est incroyable, quoi, en fait. Et alors, les gens du site antivirus me disaient l'autre jour qu'en définitive, depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'y a pas eu tellement d'attaques criminelles comme on en a connu dans le passé. Et la question qui se posait était, est-ce que les groupes criminels russes, comme Fanzibir, Kozibir et les autres, qui travaillaient pour des services russes, est-ce qu'ils sont au chômage ou est-ce qu'ils ont changé d'approche? Parce que ça semble quand même un peu. Alors moi, différent. j'appelle pas ça des groupes criminels, j'appelle ça des mercenaires, en fait. Oui, c'est vrai que c'est plus exact. Oui, des corsaires, allez. Des mercenaires, des corsaires. C'est plus gentil. Parce que je pense que il est difficile pour l'administration russe d'embaucher des experts cyber à des salaires convenables. Donc, ils utilisent des corsaires. Mais en fait, ce qu'on appelle les ransomware, ça continue de façon normale. Je veux dire, on en parle peu, mais j'ai demandé là aux experts, ils m'ont dit que ça continue et que tous les jours, il y a encore des entreprises rançonnées, des collectivités locales. Je pense qu'il faut bien se mettre en tête que la Russie, à l'époque c'était l'Union soviétique, avait totalement éradiqué les systèmes religieux. Dans le système communiste, c'était absolument interdit. Il n'empêche qu'il y avait encore, en partie les babouchkas, les vieilles femmes, qui étaient attachées à cette religion orthodoxe. Et donc, à l'époque, le pouvoir avait mis au KGB, avait nommé un responsable qui était le patriarche de Moscou, mais dont tout le monde savait qu'ils étaient un homme des services de renseignement et qui contrôlait cette population qui n'était pas violente, mais qui les gênait quand même parce qu'elle n'était pas communiste, c'est clair. Quand Poutine a été nommé, quand il a été élu, pardon, il a réouvert complètement le côté religieux. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, nous, en Europe, mais pourquoi ? Parce qu'il savait que malgré, quand même, près de 80 ans, enfin près de 70 ans plus exactement, de communisme, les gens étaient restés, l'âme slave est profondément religieuse. Il faut bien le savoir, les Slaves sont religieux dans l'âme. Et de ce fait-là, donc il l'avait ouvert, et tout de suite, la religion a pris de nouveau une importance, la religion orthodoxe a repris une importance dans la vie des Russes, et la vie de tous les pays autour, mais surtout les Russes, puisqu'on était en Russie. Ça, il faut bien le voir, bien s'en souvenir, parce que à partir de ce moment-là, le président Poutine s'est appuyé sur, bien sûr, cette religion orthodoxe qui lui permettait de montrer qu'il y avait un changement par rapport à précédemment, qui répondait aux attentes des Slaves, des peuples slaves. Et donc ça lui a permis en définitive d'avoir un outil de pression. La religion, comme vous l'avez très justement dit, est devenue un moyen de liaison. Alors pour ça, ils avaient un patriarche, le fameux Cyril que vous avez évoqué, dont je crois que sans vouloir choquer personne, on ne peut pas dire que ce soit un modèle de vertu, sans vouloir choquer personne. Il faut bien voir que
aujourd'hui, les Russes sont appuyés, bien sûr, le combattant russe dans l'affaire de l'Ukraine, en lui disant « tu défends l'orthodoxie russe », c'est quand même plus simple de lui dire que de lui dire « tu vas faire une guerre de conquête dans un pays qui n'est pas le tien », donc, parce qu'on brandit l'étendard de la vertu. D'un autre côté, pour les Ukrainiens, ils disent « c'est bien des envahisseurs, c'est des affreux, regardez », ils mêlent même la religion. Et donc le patriarche, évidemment, de Kiev, lui, soutenu par celui de Constantinople, il va dire le contraire. Et donc on est aujourd'hui, la religion est très imbriquée dans cette affaire-là. Alors justement, je voulais me tourner vers notre ami Pierre, parce que lui est un spécialiste, on peut dire, de beaucoup de religions, d'ailleurs aussi, il faut bien le dire. D'abord, je voulais savoir, est-ce que vous êtes intéressé, ou est-ce que vous avez regardé ce qui est en train de se passer de ce côté-là? Parce que dans le fond, vous avez beaucoup parlé de l'islamisme, vous avez beaucoup travaillé sur l'islamisme, vous avez travaillé sur d'autres religions aussi, on pourra l'évoquer. Est-ce que sur cette partie orthodoxe, en définitive, qu'on voit apparaître en pleine lumière, mais dont personne ne parlait, il faut bien le dire jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez regardé un petit peu ça, ou est-ce que vous avez une sensibilité particulière, ou des idées d'ailleurs là-dessus, avec votre connaissance de la Russie et bien sûr et de la zone? Je suis très frappé, si vous voulez, que le rapport de l'Europe occidentale avec l'orthodoxie est une espèce de non-dit, de trou noir. Bon. Il faut voir l'orthodoxie dans le temps long. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la partition de l'Empire romain entre les deux enfants de Constantin, mais enfin c'est l'Empire romain d'Occident qui va disparaître le premier, et puis va survivre pendant plusieurs siècles l'Empire romain d'Orient, capitale Byzance, alors qu'effectivement Rome est envahie par les barbares. C'est-à-dire qu'on va avoir du côté de l'Empire romain d'Orient l'idée que la véritable légitimité de la succession de l'Église catholique est à Byzance et pas à Rome. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'orthodoxie vit sa route, vit son chemin. Et puis finalement, quand les Turcs vont prendre Constantinople, si vous voulez, la légitimité de l'orthodoxie va passer à Moscou, puisque finalement, il faut bien reconnaître que les structures vont s'enfuir et les Russes vont récupérer ce titre de tsar, c'est-à-dire celui de César, donc cette légitimité politique tirée de l'Empire romain, mais en même temps avec cette légitimité religieuse. Ceci étant, on est maintenant sur le problème de la famine, le risque de famine en Afrique. Et je voulais un peu avoir une première réaction d'Emmanuel par rapport à ce qu'on a entendu là sur un peu l'évolution, parce qu'on voit on voit la Madagascar, on voit l'Éthiopie, le Soudan, le Bénin, l'Algérie, enfin, partout, le Nigeria, le Rwanda, tout est concerné. Donc, il faut surtout avoir à l'esprit que c'est évidemment le continent africain qui, une fois de plus, va payer le plus lourd tribut, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les crises alimentaires ont précédé la crise en Ukraine. Exactement. Il y avait une famine en Éthiopie, il y a une famine dans le sud de Madagascar, où 1 million de Malgaches sont déjà en situation de stress alimentaire très aigu, déjà depuis une année. Et il faut dire que la communauté internationale ne s'est pas beaucoup bougée pour le signaler. Deuxièmement, vous l'avez rappelé Alain, l'alimentation dont dépend le continent africain dépend aussi de l'évolution d'une certaine forme de mondialisation qui a imposé le blé comme l'aliment de base. Et pourtant, la résilience africaine, avec la farine de manioc, la farine de patates douces, est une alternative locale qui peut-être sera une réponse à cette crise venue du Nord. Si on associe le premier producteur mondial de blé, qui est la Russie, et le 5e producteur mondial de blé, qui est l'Ukraine, on est pratiquement 94 millions de tonnes de céréales, donc du coup, qui sont indispensables pour l'Afrique. 500 millions d'Africains vivent dans des pays dont la dépendance est supérieure à 50% du blé provenant de la Russie, 20%, et du blé provenant de l'Ukraine, à peu près 10%. Donc, l'association des deux, évidemment, aura un impact sur ces pays. Les Africains se rendent compte qu'il est peut-être temps qu'ils aient aussi cette diplomatie alimentaire sur le continent africain. Les Africains pourraient, et j'espère qu'ils le feront, penser qu'il faut mutualiser leur achat en termes de céréales.
Je pense que nous avons effectivement, c'est clair, en Europe, de grandes variétés entre les uns et les autres. La France s'étant beaucoup appuyée sur le nucléaire, et l'Allemagne, qui est exactement à l'opposé dans les grands pays d'Europe, ayant, sous Mme Merkel, développé une stratégie qui est très claire, mais qu'on n'a pas souvent comprise, en France en tout cas, alors que pourtant elle était visuellement une évidence. Mme Merkel avait choisi que les énergies viendraient de Russie, donc c'était le côté vers les Russes, que sur le domaine de la défense, elle s'appuierait sur l'OTAN et donc sur les Américains, et que pour l'économique, elle s'appuierait sur la Chine, parce que c'était la puissance montante. Quand on nous dit aujourd'hui qu'on va remplacer le gaz russe, par exemple, on dit ça y est, on va remplacer le gaz russe par du gaz américain, bon, a priori, avant qu'on ait construit les terminaux, il faudra du temps. Et pendant ce temps-là, le système va continuer comme aujourd'hui. Alors, il faut relativiser ce qui se dit là-dessus, parce que les États-Unis sont redevenus exportateurs de gaz grâce à la production de gaz de schiste. Ils ont donc une capacité de venir sur des marchés là où ils étaient essentiellement importateurs. Ils l'ont été pendant de nombreuses années. Ils disposent donc aujourd'hui de terminaux de liquéfaction qui leur donnent la possibilité d'exporter vers des régions du monde qui les intéressent. Et inversement, on dispose en Europe de terminaux de regasification en quantité significative, parce que là, les Européens, à l'exception de l'Allemagne, mais j'y reviendrai un instant, ont tous joué la carte de la liquéfaction du gaz et du GNL, parce que ça te donne une souplesse en termes d'approvisionnement et surtout une diversification de tes sources. La France, en la matière, est bien pourvue, mais l'Espagne l'est aussi, et on s'aperçoit que le seul pays d'Europe qui a une façade maritime et qui n'a pas développé de terminal de regasification, c'est l'Allemagne. Pourquoi elle ne l'a pas développé alors que c'est le premier pays consommateur d'Europe? Pourquoi? Parce que dans ses négociations avec la Russie s'est montrée suffisamment bonne négociatrice, persuasive, pour les convaincre qu'ils seraient en mesure de leur approvisionner les quantités dont ils auraient besoin à des coûts intéressants, et en particulier en construisant un accès direct. C'est le Nord Stream 2 auquel tu faisais, Nord Stream 1 d'abord, puis le 2 auquel tu faisais allusion, un accès direct entre la Russie, à travers la mer Baltique, vers l'Allemagne, donc s'affranchissant de tous les transits intermédiaires. Alors, justement, pour continuer dans cette aventure, parce que c'est une aventure épouvantable par certains aspects, donc, les Hutus, grand nombre de Hutus, se réfugient du côté congolais et font faire des raids du côté du Rwanda et du Burundi, mais de l'autre côté, les forces rwandaises et du Burundi vont accompagner des actions de représailles de l'autre côté. Et ça va les amener jusqu'à Kinshasa, enfin jusqu'à la capitale, pour aider à mettre en place le fameux Kabila. Et pour décrire combien est ambiguë cette situation, vous avez sur le trajet donc, qui part du Rwanda vers Kinshasa, un monastère à Mourisha, où vous avez mélangé des petites sœurs Hutus et des petites sœurs Tutsi. Elles sont vouées à une mort certaine, puisque les forces armées rwandaises Hutus, sur le voie de la retraite, poussées par les forces de l'AFDEL et en fait de facto du FPR, passent obligatoirement par ce monastère. Je vais négocier avec le général Bizimungu, contre toute attente et toute directive, le fait que, passons dans ce monastère, il laisse en vie les sœurs qui y résident, toutes y comprises. La réaction de Bizimungu est étonnée et il me demande, mais franchement, qu'est-ce que vous me demandez là? Et je lui dis, je vous demande de laisser ces sœurs tranquilles. Ils vont le faire. Plusieurs jours après, le FPR va passer. Elles seront toutes violées et assassinées. Et naturellement, tout le monde accusera, et notamment la presse occidentale, les phares d'avoir violé et tué ces sœurs. Donc c'est pour vous montrer que
rien n'est blanc, rien n'est noir dans ce conflit. Tout est compliqué, tout est ambigu. Les zones d'ombre sont très obscures. Et là, on parle de quelques dizaines de morts, mais ce sera par centaines de milliers que ça va se passer. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques, mais des monnaies numériques qui ne sont pas contrôlées par un seul organisme. Autrement dit, il y a des dizaines de milliers d'ordinateurs qui tournent dans le monde et qui permettent la vérification de ces transactions-là, sans qu'un seul acteur unique, que ce soit une banque centrale ou une banque commerciale, ne puisse ou non bloquer ou autoriser ces flux de transactions. Donc ce sont des monnaies virtuelles qui fonctionnent ce qu'on appelle en pair à pair, directement d'un ordinateur à l'autre. Sans intermédiaire, aussi bien au niveau du transport que du contrôle des transactions. Et donc, on a un réseau qui est autonome et qui est totalement indifférencié d'États ou d'organismes commerciaux. Alors, comment on explique qu'il y a de telles variations dans les crypto-monnaies? Alors, je crois que c'est tout à fait propre en fait au début d'un actif. C'est vrai aussi en bourse où la volatilité des actions est très importante quand on a un marché qui est naissant. Simplement, plus il y a de monde qui achète et qui vend, plus on a une pression à la fois haussière et baissière, et donc plus on a une stabilisation d'un cours. Mais c'est propre à un marché qui est encore jeune, à mon sens. Donc là vous parlez sans doute de Bitcoin ou des plus grosses crypto-monnaies. Oui, des plus grosses, mais il n'y a pas qu'elles. Voilà, ce qu'on constate quand même sur 12 ans d'existence, c'est que la volatilité diminue année par année. Donc ça confirme bien que plus il y a d'utilisateurs, plus ces monnaies-là se stabilisent. Et plus elle constitue du coup davantage ce qu'on peut appeler une réserve de valeur. Qui êtes-vous, Alain Juillet? Ou alors, c'est jamais drôle de raconter sa vie, mais pour reprendre ce que vous disiez, je pense, moi j'ai eu la chance d'abord, je suis parti d'une famille de hauts fonctionnaires et de militaires depuis très longtemps. De préfets, de militaires, de gens des services aussi d'ailleurs. Et si vous voulez, donc j'ai toujours eu une sensibilité par ma famille, par mon environnement, j'ai eu une sensibilité aux problèmes de stratégie, aux problèmes économiques. Donc c'est vrai que ça m'a facilité la vie parce qu'ensuite, quand j'ai pu m'y mettre officiellement, j'avais déjà une préparation. Ça, c'est je dirais, la première étape. Bon. Après, il s'est trouvé que quand j'ai fait mon service militaire, je me suis engagé dans un régiment parachutiste. C'est le 9e RCP, je ne l'ai pas oublié. Et comme à l'époque on faisait, j'ai fait les pelotons d'élèves gradés, tous les pelotons pour faire les EOR. Et j'ai fait l'école et j'ai fait donc j'étais officier de réserve. Et là, j'ai été affecté à un autre régiment parachutiste qui s'appelait le 1er RCP, à Pau. J'ai eu des patrons extraordinaires et ça m'a tellement plu que j'ai dit que je vais rester. J'ai trouvé ma voie, dans le fond, je vais m'y être militaire. Donc j'ai signé un contrat, comme ce qu'on appelait ORSA à l'époque, officier de réserve en situation d'activité. Et puis peu de temps après avoir signé le contrat, je me suis porté volontaire pour aller dans ce qu'on appelle les services, pour aller dans la partie qu'on appelle le service action, c'est-à-dire le service qui, à l'époque du SDEC, faisait les opérations extérieures, où là encore, j'ai connu des gens extraordinaires, j'ai passé des moments fantastiques. À l'époque, on appelait ça le 11e choc, je crois, qui a été Oui, dissous, il y avait effectivement les services, le régiment militaire, si vous voulez, qui faisait partie du SDEC à l'époque, c'était le 11e choc, qui était basé à Perpignan. Mais le 11e choc, après la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a eu des problèmes là comme ailleurs, avec ceux qui étaient pro-AS, ceux qui étaient pro-De Gaulle, enfin il y avait eu plein de choses, Algérie française et pas Algérie française, donc le régiment était dissous. Et quand moi, justement, je me suis porté volontaire, c'était au moment de la dissolution du régiment, et à ce moment-là, j'étais affecté à la base, un centre, comme on appelle maintenant, à la base, c'était celle du service action, qui était à part, qui était en dehors du 11e choc, et qui réunissait un tout petit groupe de gens. Donc Ricard à l'international, d'autres sociétés. Là, j'ai découvert une chose avec Ricard à l'international, c'est que quand vous vendez des armes ou des alcools, vous pouvez rentrer dans tous les pays du monde.
Et à l'époque, j'ai pu aller en Russie, j'ai pu aller en Chine, j'ai pu aller partout, là où personne n'allait, quoi. Et donc, il se passe quelques dizaines d'années dans le privé. Et puis tout d'un coup, alors là, votre nom apparaît en première page. Vous êtes nommé directeur du renseignement à la DGSE. Exact, oui. Alors là, hormis toutes les qualités qu'on vous connaît, bien évidemment, moi, je me rappelle, ça m'avait marqué comment les hautes institutions, le président, nomment une personne comme vous à la tête de la direction de la DGSE. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Parce que ce que vous savez faire correspond à un besoin. Moi, à l'époque, ils m'ont nommé à la DGSE comme directeur du renseignement parce qu'ils avaient envie. À l'époque, c'était... il y avait le président Chirac, il y avait Nana Malio-Marie qui était ministre de la Défense, Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre, et ils avaient tous envie que la DGSE s'oriente sur l'économique, parce qu'on était bon dans beaucoup de domaines, mais on n'était pas bon sur l'économique, sur ce qu'on appelle maintenant l'intelligence économique. Et comme moi, j'étais dans l'économique, j'étais un ancien de la maison, et puis, je peux le dire, parce que c'est Michel Liomari qui l'a dit quand on lui a posé la question, on lui a dit, mais comment on peut nommer quelqu'un qui n'est pas, qui connaît pas? Elle a dit, mais enfin, vous vous doutez bien qu'on nomme quelqu'un qui est du sérail. En réalité, j'ai toujours travaillé pour eux tout le temps, si vous voulez. Donc, évidemment, alors, c'est donc j'étais naturel, si tu veux, que je sois nommé dans le système pour amener ça. On peut peut-être commencer déjà par se poser la question de la politique chinoise et de la politique américaine. Parce que les Chinois, vous l'avez dit, sont en train de se développer, mais ça nous concerne tout à fait directement. Parce que si on regarde aujourd'hui l'influence chinoise en Polynésie, ils sont très influents auprès du président de la Polynésie. Et quand on voit la Nouvelle-Calédonie, on s'aperçoit aussi qu'ils sont très influents auprès des indépendantistes. En tout cas, nous, Français, nous avons une parfaite motivation pour nous intéresser à ce que font les Chinois. C'est vrai que la zone Indo-Pacifique a une caractéristique intéressante. C'est la seule zone du monde dans laquelle sont physiquement représentés et sont partie prenante géographique les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Les Britanniques en océan Indien, puisque Diego Garcia, qui a beau être une base américaine, appartient à la couronne britannique. La France, évidemment, on en a parlé, entre la Réunion, les îles Éparses, un certain Mayotte, et d'un côté océan Indien, mais aussi non seulement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, mais Clipperton, Matthew Hunter, etc. Les États-Unis et la Chine sont riverains, de même que la Russie au nord, du côté de Vladivostok. Et donc c'est un champ d'affrontement potentiel déjà pour ce qu'on appelle le P5, hein, le groupe des 5 membres permanents. Le deuxième point, c'est que la politique chinoise, elle a au moins 2, voire 3 ressorts que l'on a tendance à oublier. Premier ressort, la Chine a besoin d'aller vers l'extérieur. Elle représente 20% de la population mondiale, elle a 10% des terres arables. Et donc on voit tout de suite qu'elle a besoin d'avoir à la fois des matières alimentaires, d'où l'achat, y compris jusque dans l'Allier, de terres agricoles, mais aussi en Amérique du Sud. Et elle a besoin de transport maritime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on se met à Pékin et qu'on regarde le monde depuis Pékin, on fait une carte centrée sur Pékin, la Chine, elle se sent enclavée. Enclavée d'un côté par l'Himalaya, d'où les affaires du Népal, et puis ensuite la Russie, la Mongolie, enclavée de l'autre par la fermeture que constituent les chapelets d'îles autour de ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale. Vous avez Corée, Japon, et puis ensuite vous avez toute la série, Philippines, etc., et ça descend jusqu'à l'Indonésie. Et donc, ils se sentent enfermés, ils estiment qu'ils ont besoin, puisque pour aller au grand large, il faut qu'ils passent par des détroits qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui explique d'ailleurs une partie à la fois du développement de la marine chinoise et du passage de la marine chinoise d'une marine côtière jusqu'aux années 2000 à une marine très océanique maintenant. Je rappelle que la marine chinoise construit tous les 2 ans l'équivalent de la marine française. Donc ça, c'est un deuxième point qu'il faut avoir présent à l'esprit.
Le troisième point, c'est bien sûr la lutte contre les États-Unis. Les États-Unis, c'était le célèbre pivot théorisé par Obama, mais en réalité, quand on regarde la politique américaine, c'est au milieu des années 90 que les Américains se sont dit il faut qu'on fasse attention au Pacifique. Les Allemands sont en train de négocier le SCAF. On va y revenir. Mais qu'ont-ils fait comme première mesure? Ils ont acheté des F-35 américains. Donc au moment où on dit on va construire l'avion du futur ensemble entre Français et Allemands, et Espagnols, eux ils commencent par acheter du matériel américain. Alors, est-ce que c'est bien sérieux? Effectivement, l'Allemagne, pour moi, est en phase de réémergence cardinale, stratégique et géopolitique au cœur de l'Europe. Absolument. C'est-à-dire l'ancien équilibre qui voulait que les Allemands s'occupent d'économie et nous, ça c'était durant la guerre froide, de stratégie, que nous ayons une prédominance militaro-stratégique en gros, et qu'eux puissent se reconstruire, etc. Et ça a duré aussi après la réunification un petit peu. Tout ça, c'est juste terminé. Oui. Quant au programme SCAF, sans jeu de mots triste, il a du plomb dans l'aile. Il a du plomb dans l'aile et, vous allez dire que je fais du mauvais esprit, mais les complotistes ne sont pas forcément les comploteurs. Et je me demande jusqu'à quel point toute cette affaire du SCAF, toutes ces années perdues, parce que quand même, ça a pris 5 ans, quand même, pour arriver finalement à la conclusion que le rapport de force est différent, que les transferts technologiques attendus par l'Allemagne ne sont pas acceptés à juste titre par Dassault, et que donc les Allemands ne vont pas pouvoir récupérer ce qu'ils attendaient en fait, de cette coopération. Il y a eu l'affaire des avions patrouilleurs de la marine, où on devait faire un projet ensemble, on devait faire, les Français et les Allemands, on devait faire un projet d'avions patrouilleurs pour pouvoir surveiller nos espaces maritimes. Et puis on a eu la mauvaise surprise d'écouter les Allemands nous dire, ben voilà, on a changé d'idée, ça faisait des années qu'on travaillait là-dessus ensemble, on a changé d'idée, on achète des patrouilleurs Orion, des patrouilleurs américains, parce que bon, ils sont sur étagère, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Ah oui, mais ça met en l'air tout le plan français, du côté français, pour faire des patrouilleurs maritimes. Et on ne peut plus renouveler les nôtres. Deuxième exemple, on a eu l'hélicoptère, le fameux Tigre, qui a été construit franco-allemand, qui est un hélicoptère d'attaque. Alors, il faut le modifier, il faut l'améliorer, on le savait tous, le Tigre a des problèmes, il fallait l'améliorer, les Américains ont dit pas de problème, on participe, et puis qu'est-ce qu'on découvre, c'est qu'ils ont arrêté le projet, qu'ils vont acheter des hélicoptères Apache américains. Et là on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'un côté je réduis les énergies, d'accord, j'abandonne le Nord Stream 2, mais vous me compensez, et j'achète du matériel américain. Donc tout ça c'est un ensemble, et nous là-dedans, à chaque fois on est gros gens comme devant, comme disent les braves gens, parce que en définitive, on n'a plus rien. Comment peut-on essayer de définir un peu ce que peut être, ce que devrait être la souveraineté numérique ? La souveraineté numérique, si on prend une définition très simple et sur laquelle d'ailleurs je pense qu'on la retrouve à peu près partout, après c'est de rentrer dans le détail qui est important, la souveraineté numérique c'est finalement la capacité dans le domaine du numérique à choisir ses dépendances. Parce que je pense qu'il est illusoire aujourd'hui de vouloir construire une solution numérique qui serait souveraine sur la totalité de la chaîne de valeur. Ne serait-ce que parce qu'au départ des solutions numériques, il ne faut pas oublier qu'il y a des terres rares, des métaux rares, dont beaucoup ne sont pas produits en France ou en Europe. Ensuite, il y a des composants qui, là aussi, sont très majoritairement produits dans d'autres pays. Puis à partir de composants, on a des équipements. Et puis sur ces équipements, on installe des logiciels et on construit des services et on opère ces services. Donc la question, c'est choisir ses dépendances et choisir là où il est important qu'il y ait une maîtrise française/européenne de certains sujets pour qu'on soit capable finalement de maîtriser les technologies qu'on utilise aujourd'hui, la manière dont on les utilisera demain, et qu'on ait cette capacité à faire des choix et à ne pas être complètement dépendant de fournisseurs extra-européens, et donc d'arriver dans ce que vous évoquiez au début de notre entretien, c'est-à-dire la colonie numérique.
une première question que je voulais vous poser, parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien. On parle de lobby, on parle d'influence, et puis en plus on parle de lobby traditionnel, et puis maintenant il y a les lobbies modernes. Comment ça marche aujourd'hui? Alors, le lobbying, c'est quelque chose effectivement d'assez complexe. Et c'est d'abord une nécessité. C'est une nécessité pour un pays, pour une filière, pour une entreprise, pour un territoire de se défendre. Alors justement, puis on prend Bruxelles par exemple. Tout le monde dit qu'il y a des quantités de lobbyistes représentant à la fois les entreprises, les pays, qu'il y a des Américains, ils parlent énormément de lobbyistes qui défendent leurs intérêts à Bruxelles. On parle des Allemands. Et on dit toujours que les Français ne sont pas très vaillants dans ce... C'est vous qui avez connu cet environnement. C'est un peu ça? C'est-à-dire nous, on n'arrive pas, on ne veut pas, ou on n'a pas la capacité? Oui, je crois qu'on n'aime pas. Enfin, c'est péjoratif en France. C'est plutôt mal perçu. D'ailleurs, le lobbying, c'est d'abord effectivement, c'est partir de ce qui a été dit dans la présentation, qui est très important. À partir du moment où nous on abandonne des outils de protection juridique, politique, économique, financier à l'échelle nationale et qu'on les transfère dans le multilatéralisme, c'est un choix qu'on a fait. Aujourd'hui, en plus en France, personne ne propose de sortir de ce choix-là, ça veut dire qu'il faut compenser ça par des stratégies dans ces sphères décisionnelles. Et ces stratégies-là, elles ne reposent pas sur les modes de formation de nos élites qui partent d'un principe où ce serait l'argument, l'argutie qui gouvernerait. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce ne sont pas des stratégies de communication, ce sont des stratégies où il faut mobiliser. C'est pour ça que c'est l'intelligence économique. C'est pluridisciplinaire, ce n'est pas en silo, et il faut mobiliser à la fois des compétences, faire travailler ensemble des gens qui ont des connaissances en matière juridique, en matière politique, en matière financière, en matière énormément technique et scientifique. Nous sécurisons dans l'Union européenne des évolutions technologiques et scientifiques par des stratégies politiques, par des programmes de financement européens et par du droit des évolutions technologiques et scientifiques.